Et donc on va commencer par définir un petit peu la cointégration. Donc formellement, qu'est-ce que c'est que la cointégration? Quand on a deux séries X et Y, deux séries qui sont intégrées d'ordre D, c'est-à-dire qu'il faut les différencier D fois pour qu'elles soient stationnaires. Alors généralement, le processus ZT ici égale à XT moins AYT. Généralement, ce processus il sera intégré d'ordre D également. Sauf que dans certains cas, ce processus il va être intégré d'ordre D-B, ou alors où B ici c'est un entier qui est inférieur à D. Et dans ce cas-là, on va dire que X et Y sont intégrés d'ordre C, D, B. En particulier, nous ce qui nous intéressait, c'est quand B et D valent 1, c'est-à-dire quand les séries sont toutes les deux intégrées d'ordre 1, mais que le processus ZT est intégré à l'ordre 0, c'est-à-dire stationnaire. Dans ce cas-là, on aura une relation de cointégration et A sera dit, est appelé le paramètre de cointégration. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à court terme, on peut avoir deux variables, ce que je disais tout à l'heure, hein, on peut avoir deux variables qui peuvent diverger, mais elles gardent une relation commune à long terme. Voilà, elles sont linéaires autour d'une tendance. Okay, donc on peut penser par exemple au revenu et à la consommation. À court terme, il peut y avoir des divergences entre le revenu et le niveau de revenu et la consommation. Mais à court terme, c'est compliqué d'avoir une consommation qui diverge beaucoup du revenu. Généralement, quand on a un revenu faible, on va difficilement avoir une consommation élevée. On peut avoir une consommation faible lorsque le revenu est élevé, mais généralement, on observe que les deux se suivent à peu près. Donc ça, c'est pour illustrer la relation de long terme. Et à court terme, si vous avez une augmentation, votre consommation, elle va mettre un petit temps à s'adapter. Vous n'allez pas tout de suite ajuster votre consommation lorsque votre revenu augmente. Mais au bout d'un moment, vous allez vous habituer à ce revenu supplémentaire et donc vous allez ajuster votre consommation en fonction de ce revenu supplémentaire. Inversement, lorsque vous avez une baisse de revenus, passé au chômage ou autre, votre consommation ne va pas s'adapter directement. Vous allez, dans un premier temps, continuer de consommer comme ce que vous consommiez avec un plus haut revenu. Et ensuite, vous allez intégrer dans votre consommation la baisse de revenus. D'ailleurs, là, on voit dans ce que je viens de dire qu'il y a une relation de causalité, hein. C'est plus le revenu qui cause la consommation que l'inverse. Ok. Donc pour illustrer la cointégration ici, on va générer des séries qui sont co-intégrées. Donc ici, euh, ici j'ai volontairement intégré en plus une tendance en fait, pour qu'on ait bien l'idée d'une tendance de long terme entre les deux séries. Mais c'est pas du tout obligatoire. Et ici, donc, après avoir généré X, qui varie autour d'une tendance, je définis Y en fonction de X. Alors, je spoil un peu la suite, mais techniquement, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Il aurait fallu que je définisse Y en fonction de ses propres retards, mais aussi des retards de X, et X en fonction de ses retards et de ceux de Y. Donc ça va poser des petits problèmes dans l'interprétation du modèle, mais disons que sinon, deux séries co-intégrées, elles vont ressembler plus ou moins à quelque chose comme ça. Voilà, avec des tendances différentes, etc. Mais disons qu'elles vont se suivre de très près comme ça. Ok. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Et donc ici, quand je regarde, donc là j'ai deux paramètres ici, hein, dans ma relation de cointégration. J'ai Y qui vaut 100 plus 0,8x. D'accord? Donc ces paramètres-là, je suis censé pouvoir les retrouver derrière. Et quand je regarde Z que je définis comme x moins 0,8, enfin du coup non, l'inverse, de y moins 100, c'est vrai que là j'ai à réappliquer en sens inverse mes paramètres sur y, j'obtiens une série Z. Là ce que je viens de faire c'est recalculer un truc qui ressemble à ça. J'ai recalculé une série Z qui est centrée et stationnaire. Ok. Bon, on va partir de ça pour tester la cointégration. C'est ce qui nous intéresse ici, c'est de tester la cointégration dans un premier temps. Donc l'intuition ici, justement, ça va être de partir de cette série ZT
et de regarder si elle est stationnaire. Parce qu'on l'a dit, hein, on va parler de cointégration. Si, si la relation linéaire, enfin si la combinaison linéaire de x et de y est elle-même stationnaire. X et y sont non stationnaires ici, mais la combinaison linéaire des deux est stationnaire. Et donc si elle est stationnaire, c'est qu'on a une relation de cointégration. Autrement dit, si ZT est stationnaire, alors Y et X sont cointégrés. Donc il y a un certain nombre de tests qui existent pour aller regarder la cointégration. Je vous invite à aller regarder toujours le même bouquin de Valérie Mignon et Sandrine Lardic, si ça vous intéresse. Mais disons que nous, les tests qui nous intéressaient principalement sont les tests basés sur les tests de racine unitaire de Dick et Fuller, pour plusieurs raisons. Déjà parce que Engel et Granger recommandent ces tests-là. Ce sont en fait finalement les tests les plus puissants et les plus stables. Et d'autre part parce que ce sont des tests qui font appel à des choses qu'on connaît déjà assez bien, c'est-à-dire les tests Dick et Fuller augmentés. Vous pouvez aller regarder si vous voulez faire de la robustesse les autres tests ici. Voilà, vous avez de la documentation sur internet. Tout ça est très bien documenté, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Alors ici, la procédure pour estimer la cointégration, finalement, elle est assez simple. On va commencer par estimer la relation de long terme, c'est-à-dire les MCO classiques de Y sur X, YT égale alpha plus bêta X plus ZT. Ouais, j'aurais pu me passer de l'appeler Z, mais bon, c'est pas plus mal. Enfin non, remarque, non, c'est très bien qu'il s'appelle Z, parce que finalement, quand on fait ça, finalement, ce qu'on fait, c'est regarder les résidus hein, de l'estimation de Y sur X ici. Bref, donc on estime la relation de long terme, d'accord. Alors là, il faut noter, il est à noter plutôt que dans cette relation de long terme, même si les tests de significativité peuvent être fallacieux, on a des paramètres qui convergent vers leur véritable valeur. D'ailleurs, ici pour l'illustrer, quand on estime les MCO de Y sur X, ce qu'on constate, c'est qu'on a bien 0,8 pour le bêta et une constante égale à peu près 100. Hein, pour rappel, c'est ce qu'on avait défini ici, 100 et 0,8. Ok. Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, on va récupérer la série des résidus estimés. D'accord. Parce que là, du coup, j'ai la... Non, là, ça correspond aussi à la série des résidus. On a estimé cette relation, on en retire les résidus, donc ce sont les résidus estimés. Et enfin, on va tester la stationnarité de ces résidus. Et donc pour ça, on va appliquer un test ADF sur le modèle sans constante ni tendance, puisqu'on est censé avoir, s'il y a relation de cointégration, on est bien censé avoir une série de résidus qui est stationnaire sans constante ni tendance. Donc pas besoin de passer par les deux modèles avec tendance puis avec constante sans tendance. On peut directement passer à la dernière étape et regarder les résultats du test ADF sur ce modèle. Ok, alors quelque chose d'assez important qu'il faut avoir en tête lorsque l'on fait ça, c'est que comme on s'intéresse à la stationnarité du résidu estimé, on va pas pouvoir se référer aux tables ADF classiques, ça aurait été trop facile, et donc on va se référer aux valeurs critiques tabulées par Mackinnon. Je vous ai mis le lien ici, donc c'est le tableau, c'est le premier tableau qui arrive dans l'article, voilà, c'est celui-là. Et donc après, par contre, pour le coup, ça s'interprète comme de manière assez classique. Donc si on a une valeur statistique calculée qui est inférieure à la valeur critique, on va rejeter H0 et donc X et Y seront cointégrés. Voilà. Et si la valeur est supérieure à la valeur critique, alors on accepte H0 et donc X et Y ne seront pas cointégrés. Je réfléchis, ouais c'est ça. Oui, parce qu'on teste la stationnarité. Ok. Ok, donc là, j'estime la relation de long terme, je récupère le résidu et je mène un test ADF sur la série des résidus. Et donc en fait, on a quelque chose qui est très très proche de ce qu'on avait ici. Hein. C'est normal.
Donc ici, on a un résidu qui est plus que stationnaire, hein. Voilà, donc c'est ce que je commente ici. Et donc on a bien deux séries qui sont co-intégrées à l'endroit 1. Ok. Je pense que c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire là-dessus. Donc maintenant, on va passer. Maintenant qu'on sait que nos séries sont co-intégrées, on va estimer la relation qu'il y a entre les deux.